Pérou, 3 écosystèmes extrêmes, sur seulement quelques centaines de kilomètres. L'Amazonie, océan végétal, titanesque machine à produire les pluies tropicales, menacée par la déforestation. Les Andes, barrière à nuages et réservoirs d'eau, dont les glaciers sont fragilisés par le réchauffement climatique et le décalage des saisons. Et enfin, la côte pacifique, que le courant froid de Humboldt rend naturellement aride et désertique. Passionné de nature et d'animaux, le photographe animalier Cyril Ruozo et Anne Grégoire, spécialistes de l'écologie basée au Pérou, entreprennent une exploration de ces milieux extrêmes pour témoigner de cette biodiversité aussi foisonnante que menacée. Ils se sont fixé la mission de suivre le cheminement de l'eau en traversant le Pérou d'est en ouest. Après avoir quitté l'Amazonie, Anne et Cyril arrivent à Huaraz, à 3500 mètres d'altitude. C'est d'ici qu'ils vont aller progressivement vers les cimes des fabuleux glaciers de la Cordillère Blanche, la chaîne de montagnes tropicales la plus élevée du monde. Ces glaciers, qui culminent à plus de 6000 mètres, forment une barrière infranchissable pour l'humidité provenant de la forêt amazonienne. Les nuages sont poussés à une telle altitude que toute l'eau qu'ils contiennent en vient à tomber sur le relief sous forme de pluie ou de neige. Arrivant du bassin amazonien qui se situe au niveau de la mer, il faut s'acclimater à l'altitude avant d'aller à 5200 mètres, là où commencent les glaces. Aussi, Anne et Cyril ont décidé de progresser par paliers vers les hauteurs, afin de s'accoutumer au manque d'oxygène, qui est une véritable épreuve pour leur organisme. Le but est de comprendre comment, à chaque strate d'altitude, la vie a su s'adapter aux conditions extrêmes. Là, on est pas loin de 4000 mètres et on commence à un peu sentir l'altitude. À cette altitude, un arbre étonnant a développé une stratégie toute particulière pour lutter contre le froid et capter les eaux issues de la fonte naturelle du glacier. Alors là, on arrive dans une partie où la forêt de Queñuales est bien protégée, bien préservée. Les Queñuales maintiennent une humidité permanente qui permet à toute une flore et une faune de se maintenir à des altitudes aussi élevées. Pour Cyril, c'est la promesse d'images inédites dans ce milieu si particulier. Explosion de vie dans un univers minéral. C'est quand même assez dingue de se dire que là, on est à 4300 mètres. On voit la limite de neige qui est environ à 5000 mètres et quasiment à la même hauteur, il y a une forêt d'arbres. De vrais arbres. C'est même pas des arbres nains comme tu peux trouver dans la toundra où tu as des saules qui font 40 cm de haut. Là, ce sont des arbres vrais avec arbres. des troncs. Plusieurs mètres. Comment le Queñual réussit à s'adapter à de telles altitudes? Anne a demandé à Jesus Gomez, le directeur de la réserve du Huascarán, de les accompagner au cœur de cette étonnante forêt. C'est comme marcher sur un coussin d'herbe. Oui, Tu te rends compte à quelle altitude on est? c'est impressionnant. Le sol est spongieux. Ici, Jesus, nous sommes dans l'un des très rares endroits au monde où l'on peut observer tout l'écosystème d'une forêt de Queñuales en parfait état de conservation. De quoi est-il composé? Une forêt de polylépis, une forêt relique comme celle-ci, naturelle et primaire, est composée de 3 strates. La plus basse est celle sur laquelle nous marchons. Tu peux voir par toi-même qu'on dirait un matelas. Spongieux. C'est ça, spongieux. C'est résolument humide. Oui, c'est de l'eau.
complètement humide. Cette couche recouvre tout le sol. Dans la strate intermédiaire, on retrouve les mêmes mousses et lichens qui agissent comme des capteurs d'humidité. De l'humidité de l'air? De l'air ambiant. La strate supérieure est la canopée. Qui permet le maintien de cette humidité relative à l'intérieur du bosquet? À l'intérieur. C'est pour cette raison que, là où nous nous trouvons, à plus de 4000 mètres, il y a une faune et une flore qu'on ne trouve pas d'ordinaire à de telles altitudes. Exactement. Il s'agit d'un habitat important pour de nombreuses espèces d'oiseaux, dont beaucoup sont endémiques, ainsi que d'autres animaux. On trouve par exemple dans cette zone l'ours à lunettes, l'ours andin. Une forêt relique de Polylepis joue un rôle très important, non seulement sur le plan environnemental, micro-environnemental et microclimatique, mais elle agit également comme une réserve d'eau, qu'elle libère petit à petit pendant la saison sèche. Cela permet un approvisionnement constant de la vallée pendant toute l'année. Polylepis, c'est un mot qui est à la fois grec et latin qui veut dire plusieurs écailles. Donc on le comprend très bien quand on voit, ça fait référence à son écorce, qui est vraiment constituée de plusieurs couches, un peu comme les peaux successives d'un oignon, et qui vont lui servir à s'isoler du froid. Et c'est une des techniques d'adaptation qu'il a mis en place pour pouvoir coloniser des étages écologiques qui montent très haut en altitude. Parce qu'ici dans les Andes, on peut trouver des arbres normalement jusqu'à environ 4000 mètres. Et le seul arbre possédant un tronc qu'on trouve au-delà de ces altitudes, c'est le queñual. C'est tout le paradoxe de la photo. C'est qu'une photo, c'est pas du tout ce qu'on voit. Donc, je suis dans un endroit enchanteur, enchanté, et je trouve pas de résolution à la guerre des contrastes. Les nuages font diffuseur, peut-être que je vais trouver des ambiances qui vont permettre de faire quelque chose. Mais là, pour le moment, c'est le plaisir des yeux, mais ça s'arrête là. Il faut que j'arrive à rendre le côté noueux des arbres et surtout l'ensemble du milieu, c'est-à-dire tout est couvert de mousse, les arbres eux-mêmes. Et ce côté forêt de lutin et les écorces qui ressemblent à de la pâte feuilletée. Tandis que leur guide installe le campement à 3800 mètres, Anne et Cyril, frappés par l'abondance de vie végétale et animale à une telle altitude, vont explorer la vallée creusée par les glaciers. Tous les organismes vivants ici ont à leur manière su s'adapter à l'altitude, comme tous ces oiseaux qui peuplent les hautes prairies andines. Là, Cyril, il essaye de prendre une photo du pichisanca. C'est un petit oiseau. En quechua, ça veut dire petit intelligent. Et c'est effectivement un petit malin, puisqu'il a su s'adapter aux conditions d'altitude, en développant diverses stratégies, notamment en réduisant sa taille de couvée. Sur la côte, il va pondre 4 œufs, tandis qu'ici, à des altitudes élevées, au-dessus de 4000 mètres, il ne pond que 2 œufs et le temps d'incubation des œufs est plus long. Donc là, c'est vraiment l'exemple typique de la stratégie d'adaptation d'un oiseau à un milieu extrême. Ah bah, il y a les pays qui sont en train de chanter, là, donc je pense que chacun détermine son territoire. Et puis les femelles, je suppose, doivent se balader de l'un à l'autre. Ah, mais là, c'était super beau. Là. Ils se sont posés sur des petits arbres tordus au tronc noir recouvert de lichen clair. C'est quasiment le paradis. Là. Ils nous laissent approcher. Ils viennent de chanter à quelques mètres devant nous. Ouais, c'est un peu l'image qu'on se fait du paradis avant que les hommes arrivent. Dans les éboulis, à proximité du campement, vivent d'adorables petites créatures à fourrure. Avec leur air de lapin mélangé d'écureuils, les viscaches sont des cousines du cochon d'Inde et du chinchilla, rongeurs eux aussi originaires d'Amérique du Sud. Cyril
est bien résolu à traquer le moindre mouvement de ces animaux hyper adaptés à l'altitude et ses températures, souvent glaciales. Le jour, elles somnolent lascivement au soleil. Mais juste avant la tombée de la nuit, elles sortent de leur torpeur pour se livrer à un ballet des plus étranges. Un peu. Alors bah, écoute, c'est génial, c'est génial. Super, hein. Parce que ça, j'avais rien lu là-dessus. Non. Les marquages là, avec tous les individus qui vont les uns après les autres, qui se roulent dans la terre, ils grattent, ils se roulent et ils sautent en l'air. Ça, c'est quand même assez génial. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est le... Ça, c'est le bonheur hein, quand tu découvres des trucs comme ça que t'as pas lu et que tu découvres in situ. Et t'as vu, c'est vraiment un moment court, quoi, entre le moment où le soleil se cache et qu'elles sortent pour manger. Ça va être difficile de dormir. Maintenant que j'ai repéré l'endroit où elles viennent gratouiller, se rouler par terre, sauter en l'air, je pense que le timing doit être à peu près le même tous les jours. Il faut poser un affût bien orienté, pas trop près, et puis retenter la chance demain en étant dans des conditions optimales. Voilà, je crois qu'il est temps de retourner au campement, de se mettre un peu au chaud et de se préparer une bonne soupe, parce que c'est pas tout, mais il fait super froid. Allez, une petite soupe locale aux petites herbes. Hein. Ouais. Pour éviter le mal des montagnes, on s'acclimate, donc on monte progressivement, jour après jour, un petit peu plus haut. Ça va plutôt bien aujourd'hui par rapport aux effets de l'altitude. Bon, je me sens bien. Je sais pas, on doit être à 4003 là, quelque chose comme ça. Et ben, il semblerait que ça marche. Tant mieux pour nous d'ailleurs. J'ai froid. Mais oui, ça va. Faudrait être difficile, hein, parce que là, le cadre est quand même juste à couper le souffle. Là, je suis en train de regarder le Huascarán. Le Huascarán qui est juste devant moi, qui est le sommet le plus haut de la... non seulement de la Cordillère Blanche, mais du Pérou. Et il y a peut-être bien des photos à faire. Ça peut faire un truc un peu mystérieux, il faut voir. Et du coup, on se réveille vers quelle heure? Bon, il n'y a pas d'urgence, de toute façon. Ouais, parce qu'on est sur place. De toute façon, on est sur place et, à mon avis, en se levant à 6 h, on doit être à quoi qu'on est en altitude. On est en altitude, donc la lumière arrive avant. Ouais, moi je me lèverai peut-être à 5h30 pour... La lumière arrive avant, mais on est entouré de montagnes. Oui, mais on peut photographier les sommets qui, eux, vont prendre la lumière avant nous. Ça peut faire des ambiances sympas. Le lendemain, en attendant l'heure du crépuscule pour un deuxième rendez-vous avec les Viscaches, Anne propose une escapade à la lagune 69, à 4500 mètres d'altitude. On sent le cœur qui bat beaucoup plus vite que normalement quand on marche en montagne à des altitudes moins élevées. Je sais pas toi, mais ça cogne. Ça s'entend pas? La clé, c'est de pas trop couper le rythme. Enfin, moi, c'est ma technique. Moi, je marche, mais je dois respirer comme si je faisais mon jogging. Voilà, au niveau de l'effort, c'est à peu près ça. Avec son eau d'un bleu turquoise presque fluorescent, c'est peut-être la plus belle lagune glaciaire de tout le Huascarán. C'est peut-être là qu'il y a l'or des Incas. Son eau est riche en poussière de roche, en suspension, issue de l'abrasion de la glace sur la roche. Sa couleur particulière serait due à une réfraction de la lumière solaire dans l'eau, absorbant toutes les couleurs, sauf le bleu.
Bon, la première chose qui saute aux yeux quand on arrive ici, c'est la couleur de l'eau qui est vraiment extraordinaire. Donc il y a à la fois une transparence au premier plan, et puis plus ça s'éloigne, plus l'eau change de couleur pour arriver jusqu'au bleu, bleu schtroumpf, hein, c'est quand même ça. Les glaciers alternent entre des périodes d'accumulation et des périodes de fonte. Si les glaciers des pays tempérés se reconstituent en hiver, ici, dans cette région tropicale, ce phénomène intervient en période chaude et humide, l'été. Si cette saison des pluies est en retard ou moins intense, cela veut dire moins de neige tombant sur les sommets et donc une diminution accélérée du glacier. Je pense que d'ici une génération, le retrait glaciaire va être tel qu'il y aura peut-être des sommets enneigés pendant la saison des pluies, mais pendant la saison sèche, ça risque d'être totalement dénudé, comme on peut le voir ailleurs dans la cordillère où c'est tout rocailleux. En fin de journée, Cyril utilise son affût pour mieux approcher les petits rongeurs, qui semblent s'être habitués à lui. Elle n'est pas farouche, elle se sent en sécurité. Elle est juste à côté d'une entrée des galeries. Moi, je les veux en train de marquer, dans la pampa. Donc je vais rentrer dans mon affût. J'espère qu'ils seront aussi peu farouches. À la tombée du jour, les viscaches s'aventurent dans la prairie pour assouvir leur boulimie. Elles dévorent près de 2 kilos de végétaux afin d'emmagasiner un maximum d'énergie pour lutter contre le froid. Là, on les voit qui sont en train de sortir pour manger. Il y en a quelques-uns qui en profitent pour s'ébrouer un petit peu. Il y a une femelle avec un petit, avec 2 petits. Donc les femelles, elles ont des chaleurs une seule fois par an. Leur gestation est très longue, 150 jours. Pour un rongeur, c'est énorme. Là, on les voit qui font a priori leur premier pas dehors. Ils sont un peu inquiets, collés à leur maman. Un peu peureux. Elle est tranquille, mais eux, ils sont aux aguets. La viscache est un animal territorial. Les mâles marquent leur territoire en imprégnant le sol de leur odeur. Ces sautillements frénétiques seraient une façon d'impressionner leurs rivaux et de séduire leurs partenaires. Voilà, je dois transformer l'essai d'hier. Donc j'ai repéré l'endroit où la colonie vient marquer. Marquer, ça veut dire que d'abord il commence par gratter. Elle se roule dans la terre, à l'endroit où tout le monde vient. Et puis parfois elle saute en l'air. Elles urinent aussi. Enfin, il y a toute une chorégraphie là qui est assez sympa. Là, c'était le festival. Hein. Il y avait des jeunes là, tout près, vraiment tout près. C'était vraiment chouette. C'est tout rond, des grandes moustaches, des petites oreilles. Ouais, non, c'est vraiment sympathique comme bestiole. Des petits frottements de nez entre la femelle et les jeunes. Les positions aussi d'alerte quand ils sont un petit peu inquiets, qu'ils se redressent comme font les marmottes. Toutes ces choses-là, quoi, c'est... Non, c'était vraiment bien. On se dépêchait un peu. On oublie qu'on est à 4003. Dès qu'on fait un mouvement, on est du haut. Cyril, il est déjà parti.
Cyril quitte Anne pour aller dans une vallée où pousse la Puya Raimondi, la plante la plus étonnante qui vit dans ces hautes régions des Andes. La Puya Raimondi peut vivre de 40 à 100 ans. Ces sphères géantes, hérissées d'épines qui mesurent jusqu'à 6 mètres de haut, ont une particularité. Elles ne fleurissent qu'une seule fois, à la fin de leur vie. Alors, elles produisent cette immense hampe qui monte jusqu'à 10 mètres du sol. Sur cette curieuse inflorescence, 6 000 à 10 000 fleurs produisent des millions de graines. Et ces spécimens, ayant terminé leur floraison, vont mourir naturellement. Les Puya Raimondi ne poussent qu'entre 3200 et 4800 mètres. Elles sont très sensibles aux conditions climatiques. Sur un sol extrêmement pauvre et avec beaucoup d'ensoleillement, il ne leur faut pas trop d'eau. Aussi, on ne les trouve que dans les vallées les mieux exposées au soleil et sur l'altiplano, les immenses hauts plateaux andins. Je pense que quand les oiseaux sont perchés à l'intérieur du massif là, de la Puya, ils sont vraiment inaccessibles pour les prédateurs éventuels. Un peu comme le poisson clown se protège dans les anémones. C'est vraiment, sont des épines en crochet en plus. Qu'elles soient en fleurs ou pas, ça reste photogénique à tous les stades. Et en plus, elles sont rarement isolées. Quand on en voit, c'est tout un groupe, ça fait un petit peu une armée d'oursins. Donc c'est vrai qu'à photographier, c'est un bon client. Et les paysages autour sont superbes. Donc en plus, on a un écrin là qui est quand même extraordinaire. Étape de plus dans la progression vers les hautes altitudes, Anne doit gravir les pentes du glacier Artesón Raju, à quelques dizaines de kilomètres plus au nord, pour rejoindre une équipe de glaciologues franco-péruviennes. Ce qui intéresse la communauté scientifique, c'est la surveillance de la masse de ces glaciers situés en région tropicale, perchés à plus de 5200 mètres d'altitude, là où le réchauffement climatique est particulièrement marqué. L'Artesón Raju est peut-être le plus surveillé de tous les hauts glaciers péruviens, grâce à sa relative facilité d'accès. Thomas Condon est un chercheur français qui coopère avec ses glaciologues de l'unité de glaciologie de Huaraz, à l'étude de la quantité de glace disponible du glacier. Leur travail consiste à quadriller le glacier avec différents outils de mesure, comme ces balises que l'on enfonce dans le sol et dont on mesure régulièrement la hauteur. On en déduit ainsi à quelle vitesse la glace fond. Ils vont perforer, ils vont remettre encore, ils ont une balise à remettre. Puis après on ira ensemble à la station météo. Quelle profondeur puedes decir? 6 mètres. Donc là ils peuvent aller jusqu'à 6 mètres. Donc ils peuvent mettre 3 morceaux en fait de balise. Parce qu'ils font 2 mètres à chaque fois. Ok, c'est la seule mesure que vous faites sur ces balises ou? Alors il y a une autre mesure en fait, chaque année, on vient mesurer très précisément au GPS différentiel la position de la balise. Et on fait ça sur toutes les balises. Et ça nous permet de voir le déplacement du glacier. Puisque la balise, en fait, elle suit le mouvement du glacier. Okay. Et donc, d'une année à l'autre, on peut connaître la vitesse d'écoulement de la glace. Ok, parce que là, on est, ça a l'air immobile, mais en fait, tout ça, ça avance. Tout ça, ça avance. Donc, ça avance doucement, mais sûrement. On va dire qu'il y a à peu près une cinquantaine de mètres par an au niveau du milieu du glacier. Ah oui, quand même, c'est conséquent. Assez conséquent. Les glaciers tropicaux reçoivent d'énormes quantités de neige lors des moussons estivales. Mais l'intensité du soleil du Pérou peut, au moindre écart météo, entraîner une fonte très intense, libérant de grandes quantités d'eau. Donc là, on voit en fait, tu as une zone grise ici, qui finalement est la zone d'ablation du glacier. Et c'est sur cette zone en fait qu'il y a beaucoup de fonte. Donc tu as beaucoup de fonte, ça se collecte, ça fait des rivières à la fois sur le glacier et à la fois à l'intérieur. Ça va sortir en bout et ça va s'accumuler dans le lac. Et le lac après va se déverser dans une rivière qu'on voit en sortie de lac. Ok.
La température, mais aussi le rayonnement solaire, l'humidité, le vent, la neige ou la pluie, tous ces paramètres influent sur l'évolution de la taille du glacier, d'où ces nombreux instruments de mesure météorologique disposés à proximité. Cette station météo est une des plus élevées au monde, à 5300 mètres d'altitude. Et les données qu'elle génère sont formidablement précieuses pour l'élaboration de ce que les scientifiques appellent schémas climatiques, qui sont en fait des scénarios de l'évolution de la météo pour les 30 ans à venir. Les glaciers sont de véritables châteaux d'eau naturels pour tout l'ouest des Andes, là où il ne pleut jamais. D'eux dépendent l'immense majorité de la population, l'agriculture et l'industrie du Pérou pour leur approvisionnement en eau. Mais beaucoup d'interrogations subsistent à propos de ces glaciers et de leur futur. Ce qu'on cherche à faire, c'est quantifier l'eau qui passe et qui existe dans chaque compartiment, donc glacier, ce qui va passer en surface, qui est en souterrain, et ce qu'il y a aussi dans les lacs. Ce qu'on peut faire, c'est un ensemble de scénarios qui seraient plus optimistes, plus pessimistes, etc., pour essayer de quantifier quelle va être la ressource dans le futur. Les glaciers, en fait, depuis plusieurs centaines d'années, sont en retrait assez généralisé, et dans les Andes, en tout cas, on note ça. Maintenant, depuis 30 ans, c'est un retrait accéléré qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Cyril et Anne ont reçu l'autorisation d'explorer un géant condamné à disparaître, le glacier du Pastoruri. L'idée pour le photographe est d'immortaliser ce géant, considéré comme condamné. Bon, moi j'avance pour y aller tranquillement. Ouais, oh bah je te rattraperai pas, hein, vas-y. On se retrouve là-bas. On est à 5100, quelque chose comme ça, je sais pas exactement. Ma montre est pas calibrée alors. Je crois que le sommet est 5002. On le ressent, même quand on parle, on peut pas faire des phrases entières. Ah, c'est génial. Des petits cracks là, c'est pas rassurant, hein. J'aimerais pas me retrouver entre deux morceaux de glace. J'aurais dû en refaire une avec le soleil en étoile. Là. On vient d'entendre un crack, non? On va quand même pas rester trop longtemps. Hein. Waouh. On a la lumière qui tape déjà assez fort sur le mur de glace. Hein. Et c'est très beau. Hein. On croirait la banquise, hein. Ça fait les mêmes types de formes. Ça s'est craquelé en plaques géométriques. Ça regèle par-dessus. Le Pastoruri est un glacier relativement bas, avec ses 5240 mètres. Les scientifiques pensent que d'ici 30 ans, la glace du Pastoruri aura complètement disparu. Sur ces pentes peu abruptes, la glace est très exposée à la fonte, ce qui le rend instable. Il y a un réel danger de tomber dans une crevasse. Progresser sur la glace doit se faire avec des crampons, encordés, et surtout avec un guide de haute montagne.
Moi je descends en premier et lui nous assure du dessus. On est content d'avoir quelqu'un qui connaît. Le retrait glaciaire est tellement important que l'accès au public est interdit. Donc exceptionnellement, on a l'autorisation d'y aller et on est accompagné par le directeur du parc Huascarán et un guide de haute montagne. Donc là, c'est un grand privilège de pouvoir être là et pouvoir aller visiter ces cratères. On rêve d'un tunnel avec une grotte bleue, un puits de lumière au loin. Voilà, c'est ce genre d'ambiance qu'on espère trouver dans le cratère. Vous pensez qu'on va trouver de l'eau? Oui, on peut trouver de l'eau souterraine ou une grotte accessible. Ou rien du tout. Oui, c'est ça. C'est ça qui est sympa, on sait pas bien ce qu'il y a. Et on dit, une fois qu'on sera en bas, on verra où est-ce qu'on pourra marcher, où est-ce qu'on va tomber, où est-ce qu'il y aura de l'eau. On pourra nager. Ça me plaît bien, c'est génial. C'est juste une fissure, hein. Mais alors dedans c'est magique. Je vais peut-être essayer de rentrer par un autre endroit, voir si je peux pas avoir un autre angle. Et là faut carrément passer sous le bloc. Je sais pas si je vais pouvoir passer. Je peux pas déclencher. Je peux pas mettre le bras pour déclencher. Ok, je sors. Ça valait le coup. Hein, je viens d'aller faire un tour sur une autre planète. Ah, c'est génial. Il y a le soleil qui chauffe, là, c'est dangereux de rester sur le glacier. Là, on a décidé de sortir par la terre ferme parce qu'il y a des endroits où il y a des fractures dans la glace et comme il y a une pellicule de neige au-dessus, c'est pas évident à détecter et ça peut devenir très dangereux. Il est déjà plus d'1 heure de l'après-midi, donc on s'est fait plaisir en photo, mais il est un peu tard pour continuer à marcher sur le glacier. Donc on va pas prendre de risques inutiles et quitte à faire un petit détour, on redescend par... Voilà, on commence par remonter pour pouvoir redescendre. Les glaciers, avec leur apport constant en eau, ont permis à l'agriculture de prospérer depuis les civilisations pré-Inca. Le maïs, la pomme de terre ou le quinoa sont tous originaires des Andes. Mais les glaciers peuvent aussi être des menaces redoutables pour les habitants des vallées. Pour tenter de comprendre pourquoi, Anne a rendez-vous ici, face à la Cordillère Blanche, avec Benjamín Morales, le pionnier de la glaciologie au Pérou et natif de Huaraz. Le Santa est le fleuve de l'ouest péruvien qui a le débit le plus important et le plus constant. Sa constance et son fort débit sont directement liés aux glaciers. Les autres fleuves du versant pacifique peuvent s'assécher tandis que le Santa ne s'assèche jamais, grâce à l'apport des glaciers. Donc il est très important pour nous. Et plus encore pour les gens qui vivent de ce côté de la Cordillère Blanche et qui irriguent leurs champs. Ils peuvent faire 2 récoltes par an. Les gens de l'autre côté ne font qu'une récolte, parce qu'ils ne peuvent compter que sur la pluie, tandis que les gens de la Cordillère Blanche peuvent irriguer. Mais l'eau peut aussi représenter un danger pour la région. Quel genre de danger engendre-t-elle? Ce n'est pas l'eau en soi qui représente un danger, mais l'énergie qu'elle peut dégager. Comme tu peux le constater, les montagnes ici sont très escarpées, près de leur sommet. Elles sont couvertes de glaciers dont l'eau vient s'accumuler dans les lagunes. Les débris rocheux transportés par cette eau forment des digues instables. De ce fait, si une avalanche dévale de la montagne, elle produit une vague qui casse la digue et provoque un énorme glissement de terrain.
Là, on voit la ville de Huaraz. Huaraz, en 1941, a été traversée par un glissement de terrain géant qui a détruit un tiers de la ville et tué 4000 personnes. Ce fut une catastrophe au retentissement non seulement régional et péruvien, mais aussi mondial. De son côté, Cyril fait route vers le sud-ouest, la région de l'Altiplano, les hauts plateaux qui bordent la cordillère des Andes. Nous sommes sur le territoire des Vigognes, ses cousins sud-américains du chameau. Notre photographe animalier rejoint le lac Titicaca, situé à 3800 mètres d'altitude, entre Pérou et Bolivie. Dans une région où l'eau est si rare, il est entouré de plusieurs grandes villes, comme Puno au Pérou ou La Paz, capitale de la Bolivie. 2,5 millions de personnes dépendent de la plus grande réserve d'eau douce de tout le continent sud-américain. Cyril, passionné par les batraciens, vient avec une idée en tête: photographier la créature la plus étrange des eaux du Titicaca. Cyril a sorti Gudule, un curieux appareil de son invention, qu'il utilise pour photographier les amphibiens. C'est un dispositif qui me permet de faire des photos dans des toutes petites profondeurs et qu'on va essayer de mettre en application ce matin avec la grenouille du lac Titicaca. Donc le défi, là, ça va vraiment être d'abord de la trouver avec l'aide des gens du coin et puis ensuite d'essayer de la photographier. Pour cela, il retrouve Arturo Muñoz, un jeune scientifique bolivien qui se passionne pour cette habitante des profondeurs, bon indicateur de la santé du lac et aujourd'hui menacé. Gudule est en fait un caisson étanche qui abrite l'appareil photo, fixé à une perche et équipé d'un système de ballast qui permet de régler la flottaison. Le tout est relié à un moniteur pour contrôler le cadre. Tu es seulement à 30 cm de la grenouille, mais tu dois cadrer vers la droite. Je vais être trop court. Ou je me mets à l'eau. Oui, c'est une option. Bon, j'aime bien sortir des sentiers battus et surtout la notion de beauté, elle est quand même toute relative. Je trouve ça beaucoup plus intéressant quand tout d'un coup un animal a un physique ou une vie tellement différente de la nôtre qu'on le trouve étrange, bizarre. Et la grenouille du lac Titicaca, que je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu de temps, répond à ces critères-là. Elle est vraiment bizarroïde. Ces plis très prononcés qu'elle a sur le corps, ses petits yeux en gommette, la forme de sa bouche, c'est vraiment un animal vraiment étrange. Et ça m'intéresse beaucoup plus que d'aller faire un animal mignon. Voilà. La grenouille du Titicaca est un exemple en matière d'adaptation à l'altitude. Pour respirer dans cette eau pauvre en oxygène, elle a une surface de peau tellement grande qu'elle forme de curieux plis. Comparé à d'autres amphibiens, son système sanguin comporte un grand nombre de globules rouges, ces cellules qui assurent le transport de l'oxygène dans le sang. La pêche et la dégradation de son milieu naturel font qu'elle ne vit plus assez longtemps pour atteindre la taille impressionnante de 50 cm que l'on a pu observer par le passé. Profondeur 5,9 mètres. Habitat rocher. Des cotons-tiges. Dans la pochette. C'est un mâle adulte tacheté de noir.
En seulement quelques décennies, avec l'afflux de population, les eaux du Titicaca se sont modifiées. D'un lac de montagne aux eaux limpides, il s'est transformé en un lac chargé en matière organique et polluante. Les scientifiques relèvent une autre menace sur le lac, le changement climatique. Ne recevant pas l'eau des glaciers, il génère à lui seul les pluies qui l'arrosent. En d'autres termes, il s'auto-alimente. Un réchauffement trop important ferait baisser son niveau de façon critique. Nos recherches essayent d'étudier un petit peu ces conséquences très rapides des modifications climatiques, des modifications de la chimie de l'eau par exemple pour le lac Titicaca, de la disparition de certaines espèces à ces courtes échelles de temps. Les gens ici arrivent vraiment à voir les conséquences des changements climatiques. Ils arrivent à voir que leur glacier est en train de perdre petit à petit leur glace à une échelle extrêmement rapide. Ils arrivent à voir que certains des habitants de ce lac, comme la grenouille du lac par exemple, disparaissent petit à petit. Donc c'est vraiment des signaux qui sont des signaux à une échelle d'une génération. On n'est plus en train de dire « mon grand-père savait qu'il y avait ça », etc. Nous-mêmes, on arrive à se rendre compte qu'il y a des changements qui ont lieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier à cette région du monde, qui a été façonnée par des grands tremblements de terre, entre guillemets, géologiques, et qui à la fois maintenant est aussi façonné par un homo sapiens qui est là et qui bouleverse aussi tout son environnement. En redescendant vers la côte, Cyril rejoint Anne au pied du mont Chapari. Dans cette région escarpée et isolée, la forêt est restée intacte. Ici, vit encore à l'état sauvage le seul spécimen d'ours de toute l'Amérique du Sud, l'ours à lunettes. Victime de la chasse et de la déforestation, il ne reste pas plus de 5000 individus à l'état sauvage dans tous les pays andins. Heinz Plenge, un passionné d'animaux, et son fils Juan, vétérinaire, ont établi avec l'appui de la communauté rurale un projet de réintroduction de l'ours à lunettes. Cyril et Anne vont pouvoir assister à un événement rare, le retour à la vie sauvage d'une jeune femelle née en captivité. La veille du grand jour, Juan fait découvrir à Anne le milieu naturel de l'ours, ces forêts sèches des contreforts des Andes, alimentées par l'eau des glaciers. Ici, nous sommes au cœur de la réserve de Chapari. D'où vient son nom ? Le nom de la réserve vient de la montagne située derrière cette petite colline et qui s'appelle Chapari. C'est une montagne sacrée depuis l'époque pré-inca. Ensuite, avec l'arrivée des Espagnols, elle a été diabolisée. Les habitants de la ville la plus proche d'ici avaient peur de venir près de cette montagne. Ils disaient que si tu t'aventurais seul, tu disparaissais. La montagne allait te manger, t'ensorceler, ou que tu allais t'y perdre. C'est grâce à ces croyances que cette zone est restée longtemps protégée. L'ours à lunettes est l'animal le plus emblématique de la réserve de Chapari. Mais y a-t-il d'autres espèces en danger ici ? Oui, on protège aussi la pénélope blanche, le renard et le condor, qui est aussi une espèce menacée. La plupart de ces animaux sont représentés dans l'iconographie mochica. De fait, on devait les voir facilement à l'époque. Et quand on a la chance de les voir aujourd'hui, on comprend bien pourquoi les mochicas les ont choisis comme partie intégrante de leur religion. D'où l'importance de les préserver. Oui. J'ai découvert cet endroit en 1969. Et en 1998, ici au Pérou, une loi a autorisé la création d'aires de conservation privées. J'ai remarqué que la biodiversité n'arrêtait pas de diminuer, que les forêts rétrécissaient et que les animaux étaient voués à disparaître. Alors je me suis dit que je ne voulais pas mourir sans avoir réalisé quelque chose de concret pour leur préservation. La seule espèce d'ours au monde qui vit en zone aride, c'est l'ours à lunettes. Et c'est ici que ça se passe. Nous avons à Chapari et aux alentours, de toute évidence, la population d'ours la plus dense d'Amérique du Sud.
Pour Lisa, cette jeune ours de 2 ans, c'est le grand jour. N'ayant connu que la captivité, il lui faut un temps d'apprentissage pour réussir à trouver seule sa nourriture. Heinz et Anne vont rester à distance, pendant que Cyril jouera les paparazzi, escorté par un soigneur. Je me sens assez privilégié ce matin, puisque je vais avoir l'occasion de suivre dans la nature, dans leur milieu naturel, donc le bosque secco, des ours à lunettes. Moi, je suis assez émue, en tout cas. Lisa est partie direct dans le fond de la petite vallée de Deloued. Tout est vert en ce moment, dense. Donc là, pour le moment, on est spectateur lointain de la scène. Il faut voir quelle est la bonne décision à prendre. Parce que d'ici, si elle monte dans un arbre, on l'a un peu du dessus, ça peut être très beau. Voilà. L'autre option, c'est de descendre et d'être plus près. Bon, pour le moment, on observe. C'est incroyable hein, ce qu'ils sont. On n'imagine pas qu'une masse comme ça puisse se déplacer avec autant d'agilité. Ça n'a pas l'air de leur poser de problème. Il faut dire qu'ils sont équipés de crampons naturels, qui sont bien supérieurs aux miens. Ici, Lisa peut goûter de nouvelles espèces végétales qui constitueront son régime d'ours en liberté. En gros consommateur de fruits et de baies sauvages, l'ours participe à la dispersion des graines et contribue à la régénération de la forêt. Elle a l'habitude de casser les branches, comme elle est en train de le faire là. Et ça élague les arbres et stimule la plante qui va produire plus de fruits. Comme le panda géant de Chine, il est essentiellement végétarien, même s'il ne rechigne pas à manger de petits animaux ou des insectes. Ces taches autour des yeux, qui ressemblent parfois à des lunettes, sont uniques pour chaque individu. Ce qui distingue ce petit ours de ses cousins des pays tempérés, c'est qu'il n'hiberne pas, puisqu'il trouve sa nourriture toute l'année. Avec ses griffes surdimensionnées, il est particulièrement agile pour grimper dans les arbres et y trouver sa nourriture. Fruits, écorces ou broméliacées. Elle est curieuse de tout. Oui, de tout. Elle goûte de nouveaux fruits, dans différents arbres. Elle monte sur d'autres arbres. Elle est sur un autre. Photographier les ours, je vois quelque chose de commun avec ce que j'ai fait pendant des années, où j'ai photographié beaucoup de primates. C'est pas très compliqué de mettre en avant le côté anthropomorphique. Sauf que les allures humaines sont tellement évidentes que c'est ce qu'on a envie de faire partager, quoi. D'abord, c'est des plantigrades. Ils marchent comme nous sur la plante des pieds. Et ça paraît bête, mais ça leur donne vraiment une allure humaine. Et là, on ressent vraiment quelque chose d'étrange. On ressent la parenté, comme avec les singes, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment une grande proximité.
gardes ont disposé des caméras automatiques qui permettent d'observer les animaux qui peuplent la montagne et sa forêt. Et parfois, un ours retourné à la vie sauvage vient se montrer, comme pour saluer ses anciens soigneurs. Elle cherche son salut, No se está acomodando. Pour Anne et Cyril, ce voyage d'est en ouest à travers le Pérou, c'est comme explorer tous les écosystèmes existants entre le pôle et l'équateur. Des glaciers des Andes jusqu'à cette forêt sèche qui, depuis les civilisations préhispaniques, abrite encore les secrets du dernier ours d'Amérique du Sud.